Alors, pour moi, la philosophie, c'était d'abord une affaire de famille parce que mon père était biologiste, spécialiste d'ailleurs des batraciens, et en même temps, il faisait de l'épistémologie, c'est-à-dire la philosophie des sciences. Donc, j'ai été un peu bercée par les questions de la philosophie des sciences et des origines de l'homme, puisque lui-même s'occupait de la question de l'évolution biologique. Donc, dès le départ, j'avais envie de faire de la philosophie, avant même d'en avoir fait. Et j'ai demandé d'aller dans une école où le professeur de philosophie était meilleur que l'école dans laquelle j'étais. Et mes parents ont accepté de me changer d'école pour ça. Donc, j'ai vraiment changé d'école pour avoir un bon professeur de philosophie, ce que j'ai eu, parce que j'ai eu une femme qui était tout à fait remarquable. Et j'ai un très très bon souvenir. Et donc ça, pour moi, ça a commencé comme ça. Et les questions principales, au fond, c'était les questions métaphysiques. Et puis l'épistémologie aussi derrière. Je me suis intéressée à la philosophie politique beaucoup plus tard, parce que j'ai commencé par faire une licence de philosophie que je souhaitais faire depuis le début. Et puis, quand je suis arrivée en 4e année, il a fallu se spécialiser. Mais comme j'avais fait en même temps histoire de l'art, en même temps que philosophie, mes professeurs m'ont dit « tu vas choisir esthétique, philosophie de l'art ». Et puis, j'avais assez envie de faire ça, mais là-dessus, mai 68 est arrivé, et là, je me suis passionnée pour la politique. Donc, j'ai choisi philosophie politique. Et au fond, les questions qui m'intéressent principalement, en dehors bien sûr des questions métaphysiques qui sont les plus fondamentales pour un philosophe, ce sont les questions de la philosophie politique, c'est-à-dire la question de l'État, la question de la souveraineté, la question du peuple, toutes ces questions-là. Voilà pour l'histoire, si vous voulez. Je ne parle pas trop vite. Je pense qu'il y a une différence essentielle et radicale même entre idéologie et religion. La religion, une religion est une réponse culturelle à une question universelle, une question que se posent tous les humains depuis Cro-Magnon. Pourquoi dois-je mourir ? Et pourquoi dois-je mourir alors que je voudrais être immortel ? C'est une question que se posent tous les humains, mais selon les cultures, les réponses sont différentes à cette question. De même d'ailleurs que la question morale, où est le bien, où est le mal, que se posent tous les humains, est une question à laquelle les cultures répondent différemment. Les morales sont quand même semblablement différentes. Donc les religions sont des réponses culturelles à cette question universelle. Mais ça ne veut pas dire que ces réponses sont systématiques, tandis qu'une idéologie est un ensemble de réponses systématiques et absolues et qui englobent tout et qui ne permettent pas d'en sortir. La religion, c'est pas ça. Alors, il est vrai que les religions, toutes les religions, peuvent devenir systématiques et en se pervertissant, devenir des idéologies. Par exemple, la religion catholique, je ne dis même pas chrétienne, mais catholique, est devenue une idéologie à l'époque de l'Inquisition. C'est au moins comme ça que je vois les choses. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une branche de l'islam qui est devenue une idéologie. C'est le salafisme, pour l'appeler rapidement comme ça. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver aussi à l'orthodoxie. Et même au bouddhisme, je crois. Bon. Donc, je crois que toutes les religions peuvent devenir, en se pervertissant, des idéologies. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que aujourd'hui, on a tendance, quand on regarde le catholicisme, spécialement, à penser qu'il est toujours perverti. Et quand on parle du catholicisme, on ne parle que de l'Inquisition ou des croisades. C'est encore un autre problème, les croisades, qu'on ne va pas aborder maintenant. Parce que... Et donc, on a tendance à dire, comme cette religion est tout le temps pervertie, il vaut mieux qu'elle disparaisse.
ce qui, à mon avis, est un mauvais procès. Parce qu'elle est pervertie à certaines époques, comme toutes les autres. J'ajouterais que c'est presque l'inverse, puisque finalement, le christianisme, alors là je parle d'une manière générale le christianisme, pas seulement le catholicisme, c'est la religion du doute, c'est la religion de l'incertitude. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est capable, cette religion, de susciter une culture dans laquelle nous avons la démocratie, qui est la politique de l'incertitude. Donc, je crois que c'est vraiment un très mauvais procès que de dire qu'elle est idéologue. Elle peut le devenir, mais elle ne l'est vraiment pas. Donc, il y a une différence énorme entre religion et idéologie. Dans une idéologie, il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de doute. C'est un système carré, complet et absolu. Par exemple, le communisme, le nazisme, le salafisme en ce moment, ou bien la religion catholique à l'époque de l'Inquisition. Oui, je crois que vous avez raison de poser les questions comme ça. Je crois qu'elles se posent effectivement comme ça. Les idéologies, les deux grandes idéologies totalitaires que nous avons connues, et que nous connaissons encore d'ailleurs, parce que le communisme existe encore à certains endroits, sont des idéologies qui sont immédiatement tirées, je crois, de la chute de la religion transcendante. Parce que cette religion transcendante et monothéiste était une religion de la vérité, qui connaissait le principe de la vérité. Elle était, pour ainsi dire, sortie des mythes. Le Dieu monothéiste est un chasseur d'idoles. Vous voyez, un chasseur d'idoles. Quelqu'un qui poursuit les idoles pour les détruire, un chasseur de paganisme. Et lorsque cette religion s'est effondrée, c'était au moment de la modernité, elle a laissé un vide immense, et il n'y avait plus ni mythe ni vérité. Autrement dit, on a cherché à recréer des vérités qui n'étaient plus transcendantes. Ça a été les idéologies. Je crois que l'auteur qui a le mieux analysé ça, c'est Voegelin, l'allemand, le philosophe allemand Voegelin, qui a parlé notamment, il parlait des religions politiques. Je crois que c'est tout à fait ça. C'est des religions politiques, mais c'est religions entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des religions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a à nouveau ces idéologies qui s'effondrent, alors qu'elles étaient, en fait, elles étaient organisées pour remplacer les religions qui s'étaient effondrées. On pourrait dire ce que disaient les gens en mai 68, Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même je ne me sens plus très bien. Vous voyez ? Autrement dit, qu'est-ce que je vais devenir ? Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, au fond, nous sommes en train de retourner, ça je l'ai dit dans un livre qui s'appelle L'âge du renoncement, un de mes ouvrages qui est assez récent, qui doit avoir 2 ou 3 ans. Nous sommes en train de retourner vers les mythes pré-chrétiens et extra-chrétiens, c'est-à-dire vers les stoïciens, avant le christianisme, et puis vers la Chine et l'Inde. Ça, vous interrogez François Julien, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire des mythes hors christianisme, si vous voulez. Donc nous sommes en train de détruire le régime de la vérité, sur lequel nous avions vécu avec le monothéisme chrétien et puis les idéologies. Nous détruisons le régime de la vérité et nous retournons vers des mythes qui sont tout à fait un autre régime de pensée, et nous adoptons des religions qui sont des religions païennes. Alors, par exemple, c'est le fait qu'on peut tuer des enfants à la naissance, l'avortement et même la possibilité peut-être de tuer un enfant handicapé juste après sa naissance, ça c'est du paganisme. Et puis nous retournons à des formes de mythologie anciennes ou bien lointaines. Et c'est comme ça que nous sommes en train, en fait, d'une certaine manière, de nous indianiser. Vous avez un passage de Husserl dans le livre sur l'esprit européen, où il dit les autres peuples s'européanisent, mais nous ne nous indianiserons jamais. Je pense qu'il avait
il n'a pas compris cela, parce que c'était trop tôt, c'était il y a un siècle, hein, Husserl, pas tout à fait un siècle. Nous sommes en train de nous indianiser, d'un point de vue religieux, puisque c'est le point de vue qui vous intéresse, je crois. Nous avons beaucoup de gens qui se convertissent au bouddhisme, par exemple. C'est comme ça qu'on s'en sort. Ce sont d'autres réponses à la question de la mort, en fait. La question de l'au-delà, des fins dernières. Je ne crois pas du tout que nous ayons acquis une immunité. Parce que je pense que nous avons toujours le nez contre la vitre. Vous voyez ? C'est-à-dire que nous voyons toujours à très court terme. Et nous avons l'image du nazisme dans la tête, plus que d'ailleurs du communisme, parce que le communisme est toujours considéré comme ayant eu de bonnes intentions. C'est vrai en tout cas en France. Donc nous avons l'image du nazisme, et surtout il ne faut pas recommencer, mais nous ne voyons pas que d'autres tyrannies s'avancent, et qui sont peut-être aussi graves que le nazisme, ou pire. Bon, il n'y a pas de degré dans le pire, hein, on peut pas... Et nous ne les voyons pas arriver. Je pense que le salafisme est aussi dangereux que le nazisme, hein. Mais nous avons de l'indulgence pour les pauvres musulmans qui sont des victimes de l'histoire et des victimes de nos colonisations et puis qui ont été mitraillés lors des manifestations il n'y a encore pas si longtemps, dans les années 60. Alors, nous ne pouvons pas imaginer que ce sont des gens très dangereux. Et c'est ça qui est ennuyeux, hein, qui est grave. Ouais. Il y a une très grande différence entre les deux idéologies totalitaires. D'abord parce qu'effectivement, on n'a pas tort, je crois, ben ça, je sais que c'est très discuté, mais on n'a pas tort de penser que les intentions du communisme étaient bonnes, hein, même si c'est un idéalisme fou, et que les intentions du nazisme étaient cyniques. Hein. Et il y a quand même une grande différence entre les deux. Cela dit, les résultats sont les mêmes. Hein. Les résultats sont les mêmes. Il y a, des deux côtés, la terreur et l'horreur, je crois, est la même, si tant est qu'on puisse la mesurer. Mais il y a une autre différence très importante, et je l'ai vu un jour, je suis allée assister à un colloque tout à fait à l'est de la Pologne, après Lublin, qui était sur la comparaison des deux totalitarismes. Et le but était de montrer que les deux totalitarismes sont aussi horribles l'un que l'autre. Et le soir, après le colloque, il y avait une soirée avec la guitare, et il y avait un Russe qui était invité là, et qui grattait sa guitare et qui chantait une chanson qui était une chanson de l'âge des soviets, sur la Pologne, et que les communistes chantaient en Pologne, et qui disaient « Nous allons tous vous écraser, nous allons marcher sur vos tombes, cracher sur vos tombes, marcher sur vos enfants, etc. » Et on a vu tous les Polonais qui étaient dans la salle se mettre à chanter cette chanson avec enthousiasme, à monter sur la table, à crier. Et moi, comme j'étais la seule Française, j'ai demandé qu'on me traduise. Et on m'a traduit que c'était une chanson qu'on avait chantée tout le temps et que c'était une belle chanson. Alors j'ai demandé la parole et j'ai dit « Est-ce que vous seriez capable de chanter une chanson nazie comme ça ?» Et ils m'ont dit « Mais quelle horreur! C'est épouvantable, une chanson nazie, jamais on ne pourrait. » Et j'ai vu tous les Allemands qui étaient là baisser la tête sur leur assiette en disant « Quelle horreur, on ne va pas chanter une chanson nazie. » Et la chanson communiste était aussi horrible qu'une chanson nazie. Alors je leur ai dit, mais écoutez, nous sommes dans un colloque, vous êtes en train de comparer les deux, alors pourquoi? Et ils m'ont dit la chose suivante que moi, je n'avais pas comprise encore. Ils m'ont dit, vous savez, le nazisme a duré chez les Allemands une dizaine d'années. Vous pouvez très bien mettre entre parenthèses une dizaine d'années de votre vie. Mais pour nous, le communisme a duré toute notre vie. Et c'est sous le communisme que nous avons été jeunes, que nous sommes tombés amoureux, que nous sommes mariés, que nous avons eu des enfants, que nous avons soigné nos parents. Et vous ne pouvez pas nous enlever ça. Et au fond, quand vous réfléchissez, vous revenez à ce que disait Otto Ranke, le grand écrivain allemand du 19e, et Herzen, le grand russe du 19e, et tout un tas de gens qui disent « Toutes les époques sont aimées de Dieu ». Vous voyez.
Et il y a ça dans le communisme. Et c'est pour ça que je crois que nous ne pouvons pas traiter le communisme comme le nazisme, parce que la vie de beaucoup d'hommes s'est écoulée là. Je crois que c'est pour ça aussi que les Russes ne peuvent pas mettre entre parenthèses tout le communisme, 70 ans, c'est pas possible. Vous voyez? Donc c'est comme ça que j'ai envie de vous répondre, même sans parler évidemment de la théorie. Vous voyez? Je crois que ce qui se passe dans ces pays extrêmement lointains de l'Orient extrême, c'est-à-dire le communisme en Corée, en Chine, encore aujourd'hui au Laos, vous savez, au Laos et même au Vietnam, hein, dans ces régions-là, le communisme n'a été finalement plus ou moins que la continuation d'un despotisme habituel, hein, habituel. Et je crois que c'était aussi un peu le cas en Russie. Ce qui fait que, je crois que c'était des pays, prenez par exemple, qui avaient l'habitude de voir extrader 2 millions de personnes pour aller d'une ville à l'autre sur ordre des autorités. Disons qui avaient l'habitude d'un despotisme très fort. Hein. Et finalement, je ne suis pas sûre qu'ils aient été aussi meurtris, on peut dire les choses comme ça, meurtris, que nous l'avons été nous. Il y a aussi le fait que la religion de ces pays-là, mettons le bouddhisme ou d'autres religions asiatiques, ne regarde pas du tout les choses de la même manière que nous. J'en vois pour preuve les procès que nous avons imposés au Cambodge, procès aux Khmers rouges qui restaient, hein, qui ont été considérés par la population comme absolument ridicules. J'ai un thésard qui a fait une thèse là-dessus, justement, et qui montre bien qu'il est impossible de considérer, de mettre en cause par la justice Pol Pot, qui pourtant est un totalitarisme horrible, hein, de le mettre en cause par la justice avec les religions qui sont là-bas. Et donc, ils ont accepté ces procès, j'allais dire, pour faire plaisir à l'Occident. Mais au fond, ils ne comprennent pas pourquoi on peut faire un procès à Pol Pot, ou pourquoi on peut demander réparation à Pol Pot. Pour eux, le karma fait son œuvre autrement que pour nous. Voyez ? Donc, je ne pense pas du tout qu'on puisse faire des comparaisons suffisantes. Si vous permettez, je voulais juste ajouter quelque chose à la question précédente. Ce qui se passe en Chine, où il est absolument impossible de parler des horreurs qui ont été accomplies par Mao, c'est impossible. Le livre Stèle, qui raconte, qui est une sorte d'archipel du goulag chinois, a été interdit, hein, montre bien que justement, toutes ces horreurs totalitaires, finalement, ne sont pas si graves. Vous voyez ? Bon. C'était juste une parenthèse pour la question précédente. Alors, en ce qui concerne le populisme, il est vrai que quand on regarde, et il y a un certain nombre de gens classés dans la catégorie populiste, qui sont assez proches des religions. Hein. Bon, cela dit, d'abord, le populisme est une injure. Le populisme est une injure. Ce n'est pas une dénomination, puisque personne ne dit « je suis populiste hein ». Mais ce sont des gens qui disent « vous êtes populiste ». Vous voyez hein. Et c'est péjoratif. Hein. Ça n'est pas un compliment. Ça n'est pas un compliment. Donc c'est déjà important, parce que au fond, c'est un mot qui est détérioré par sa connotation péjorative. Hein. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'un populiste ? Moi, j'ai essayé de regarder qui est traité de populiste, de faire la liste des gens qui sont traités de populistes, pour essayer de sortir les caractéristiques de ces gens. Et au fond, ceux qui sont traités de populistes sont des gens, si je veux le résumer rapidement, sont des gens qui recherchent l'enracinement et qui considèrent que nous vivons dans des cultures trop émancipées. Alors, émanciper, ça veut dire quoi ? Émanciper, ça veut dire nous sommes des citoyens du monde et pas des citoyens de la France, par exemple. Nous devons être cosmopolites et non pas enracinés dans une ville,
une région, un pays. Hein. Donc le patriotisme est mauvais, par exemple. Hein. Nous n'avons pas de religion, parce que la religion est un enracinement. Nous pouvons très bien nous débrouiller sans religion. Nous pouvons être des gens athées et joyeux. C'est tout ce que dit l'élite, en France en tout cas. L'élite dit ça, mais c'est vrai aussi en Allemagne ou ailleurs. Hein. Donc, comme nous ne sommes pas enracinés, eh bien, tout est possible partout. Ce que dit par exemple Merkel, qui dit « Nous avons besoin d'1 million de bras pour nos usines, 1 million de bras turcs ou syriens ou 1 million de bras allemands, c'est pareil. Donc, la culture ne joue pas, la culture, ça n'a pas d'importance. Nous ne sommes pas enracinés dans une culture. Donc, faisons venir 1 million de Syriens, c'est pareil que 1 million d'Allemands, parce que la culture n'a pas de sens, etc. » Et ceux qu'on appelle populistes sont des gens qui n'acceptent pas ça, qui disent « Nous ne sommes pas seulement les citoyens du monde, même si nous le sommes aussi. Nous sommes d'abord citoyens de France, de Bourgogne, de Lyon ou de Paris. Des bras pour tenir les usines syriens, c'est pas pareil que des bras allemands, parce qu'un Allemand, c'est pas comme un Syrien, etc., etc. Je crois que le populisme, c'est ça. Vous voyez ? Alors, je voudrais d'abord dire qu'il y a quelque chose de tout à fait hypocrite à critiquer beaucoup la peur. On est toujours à dire que les gens mauvais sont les gens qui ont peur, pendant que, sur certains points comme l'écologie, on a mis en place ce qu'on appelle en fait une dialectique de la peur, une herméneutique de la peur. Hein. C'est Ancionas, hein, qui dit « Il faut utiliser la peur face au problème de l'écologie. » Alors, on ne peut pas d'un côté dire que la peur est bonne conseillère et de l'autre côté dire que la peur est mauvaise conseillère. Bon. Donc, la peur n'est pas forcément un mauvais sentiment. C'est la première chose que je veux dire. Deuxièmement, avoir peur des musulmans, à mon avis, n'est pas stupide. Hein. Et en partie à cause de nous. Parce que comme nous, sur le plan des religions, puisque c'est quand même votre thème, nous avons nettoyé par le vide. Hein. Nous avons créé le vide des religions. D'abord, nous avons supprimé les religions transcendantes, effacées, remplacées par des idéologies, et maintenant il n'y a plus d'idéologie, comme on l'a dit tout à l'heure. Et là, en tout cas dans un pays comme la France, c'est vrai aussi dans un pays comme la République tchèque, qui est un pays très athée, comme la France, et les deux pays athées en Europe, c'est la Tchéco et la France, nous cherchons le vide. La laïcité française, c'est la recherche du vide, le vide des religions. Vous savez, la laïcité française est la fille de Voltaire, il faut écraser l'infâme. Écraser l'infâme c'est la religion. Autrement dit, dans ce vide, nous pouvons craindre, à juste titre, que s'engouffrent des religions terroristes. C'est le cas du salafisme. Je ne dis pas de l'islam parce que je ne pense pas du tout que ce soit l'islam en général. C'est certains traits de l'islam qui sont très dangereux et qui donc s'engouffrent dans ce vide. Et les jeunes islamistes qui partent en Syrie ou qui font sauter des bombes ici tout le temps, ce sont des gens qui ont horreur du vide. Or, la nature a horreur du vide. Nous ne pouvons pas, nous autres les humains, nous passer de religion. Donc, nous pouvons avoir peur du salafisme parce que nous créons du vide. Si nous cessons de créer du vide, nous n'aurons plus peur. Donc, c'est pour cette raison que je pense que nous avons raison d'avoir peur. Alors, cela dit, quand on parle de Orban, il dit « Nous ne pouvons pas, tels que nous sommes, accueillir des migrants comme ça, en pagaille. Nous ne pouvons pas dire la même chose que Merkel. » Alors là, je dis quelque chose qui certainement n'est pas politiquement correct, mais ça m'est égal. Je pense que les Allemands ont envie de se suicider, voyez-vous. Je pense que les Allemands sont des gens qui sont hantés par la culpabilité et qu'au fond, ils n'ont plus envie de défendre leur culture. Et c'est pourquoi ils disent qu'on peut accueillir autant de Syriens qu'il en existe sur la Terre. Non, on ne peut pas, dans un pays normal, qui se défend normalement, on ne peut pas accueillir autant de migrants qu'il y en a sur la Terre. On ne peut pas. Ce n'est pas raisonnable de penser ça. C'est un raisonnement de suicidaire.
Moi, je le dis parce que je le pense. Hein. Et je crois que Orban n'a pas complètement tort de dire nous ne voulons pas accueillir la terre entière. Nous ne pouvons pas accueillir la terre entière. Un pays, un gouvernement, il a besoin d'abord, non pas de prôner la vertu. La finalité d'un gouvernement, ce n'est pas de prôner la vertu. Hein, c'est d'abord de défendre une population, de défendre une société et de faire en sorte qu'elle dure. Hein. Si je peux ajouter quelque chose ici, Cicéron avait dit quelque chose de très intéressant qui, jusqu'au siècle dernier, n'était connu que par un passage de saint Augustin, peu importe. Et il disait ceci, un homme particulier, un humain, vous, moi, nous pouvons vouloir mourir. Hein, vouloir mourir. Pour sauver nos enfants, nous pouvons vouloir nous suicider, parce que de toute façon, nous sommes mortels. Mais une société est immortelle. Elle a pour vocation à être immortelle. Et par conséquent, elle n'a pas le droit de vouloir mourir pour la vertu. Elle a le devoir de durer, de durer. Et par conséquent, je ne vois pas pourquoi la peur de ne pas durer serait un défaut ou un péché. Voilà, pour répondre à votre question. Bon, d'abord, juste une petite parenthèse à propos du mot totalitarisme mou. Personnellement, je ne veux pas utiliser ce mot parce que je pense que les gens qui ont vécu sous les deux totalitarismes ont assez souffert pour qu'on ne fasse pas une comparaison irrespectueuse vis-à-vis d'eux. Vous voyez, je pense que vis-à-vis d'eux, on doit garder ce mot pour les choses très graves. Bon, cela dit, je pense qu'il y a en Europe un despotisme mou et éclairé. Mou et éclairé. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Delors qui l'a dit en 1999 dans son discours à Strasbourg. L'Europe est devenue un despotisme mou et éclairé. Et je crois que, personnellement, je suis très européenne, mais je pense que l'Europe telle qu'elle a été faite, hélas, par les Français, malheureusement par les Français, si elle avait été faite par les Allemands, elle aurait été fédérale. Elle a été faite par les Français, elle est centralisatrice et jacobine. Et telle qu'elle a été faite ainsi, elle ne peut pas marcher. Elle ne peut pas marcher parce que vous avez une Europe, et elle est très mauvaise, hein, pas l'Europe en général, mais cette Europe-là. Hein, elle est très mauvaise parce que c'est une Europe qui fait en sorte que nous sommes obligés de mesurer le vase des fleurs, par exemple, alors que nous n'avons pas d'armée pour aller en guerre en Bosnie ou en Ukraine. Alors que ce qu'il faudrait, c'est qu'on nous laisse mesurer le vase des fleurs ou créer des écoles comme nous voulons, mais que nous ayons une armée commune pour aller en Bosnie ou en Ukraine. Or, c'est le contraire qui s'est produit. Nous avons une Europe jacobine pour les toutes petites choses, les détails, la couleur du chocolat. Et nous n'avons pas une Europe pour les choses importantes. Je crois que telle qu'elle est, l'Europe ne peut pas se réformer parce qu'elle est entre les mains d'un certain nombre de fonctionnaires, de technocrates complètement apatrides, qui sont incapables de comprendre ça. Et malheureusement, je pense qu'il faut que l'Europe se détruise telle qu'elle est pour recommencer dans 50 ou dans 100 ans. C'est comme ça que je vois les choses, peut-être de façon pessimiste, mais je ne crois pas du tout à cette Europe-là. J'ai eu une expérience, pour ma part, lorsque, en 1991, j'avais écrit un livre, un gros livre sur la subsidiarité. Jacques Delors m'a demandé de venir à Bruxelles pour être expert sur la question de la subsidiarité. Donc je suis allée voir Jacques Delors et je me suis rendu compte, au bout de quelques semaines, qu'ils avaient pris le concept de subsidiarité, ils l'avaient retourné pour en faire quelque chose de jacobin. Et il me le disait d'ailleurs d'une façon très naïve. Vous savez, la subsidiarité, ça peut aussi faire de la centralisation, ce qui n'est pas vrai. Quand j'ai vu ça, je suis partie, parce que ça n'avait pas d'intérêt de rester là. Et au fond, on voit très bien comment ça a été fait. L'Europe a été transformée en un système jacobin, tout en parlant de subsidiarité, ce qui est vraiment un grand mensonge. Donc je pense qu'on ne peut rien faire. On ne peut rien faire avec des gens comme ça. Je n'ai aucun espoir qu'on puisse faire quelque chose avec l'Europe telle qu'elle est. Je pense qu'il faut la détruire, cette Europe-là. Vraiment.
C'est pourquoi maintenant je vote non à tous les votes sur l'Europe, dont on ne tient pas compte d'ailleurs, parce que c'est une Europe qui n'est pas démocratique. Quand on vote contre l'Europe, immédiatement on change le vote, on fait revoter jusqu'à ce qu'on vote bien. Vous avez pu le remarquer. Oui, alors la première question, c'est malheureusement les Européens sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, culpabilisés. Culpabilisés d'avoir fait un très grand nombre d'erreurs et de fautes. Et c'est vrai que les deux totalitarismes sont européens, viennent de l'Europe, évidemment. Même si le communisme, qui s'est développé d'abord en Russie, est venu d'Europe. Marx était un Européen. Bon. Donc il y a une culpabilité. Mais je crois quand même, et moi je me bats pour ça, que cette culpabilité ne doit pas effacer quand même la grandeur de la culture européenne. Et je n'ai pas peur de dire la grandeur, parce que c'est quand même cette culture qui a littéralement, je dis bien la culture, pas la religion, mais la religion, c'est la religion qui a façonné la culture. C'est cette culture qui a inventé la connaissance scientifique réellement, la connaissance scientifique à travers l'idée de vérité, dont j'ai parlé tout à l'heure. L'idée de vérité est tout à fait européenne. Les autres continents ont des mythes qui sont très importants, mais le mythe et la vérité sont deux choses différentes. La vérité, c'est le logos. Et le logos vient d'Europe. C'est ici que nous avons inventé la dignité humaine égale de chaque personne, que vous ne trouvez pas dans les civilisations, dans les cultures païennes. Et puis l'idée de liberté personnelle, individuelle, qui produit la démocratie et les droits de l'homme. Tout ça, c'est né dans le creuset européen, et quand ça se développe ailleurs, c'est par capillarité ou par influence. Donc, nous ne pouvons pas dire que ça n'a pas existé, mais quand même, nous avons, et là, je n'ai pas le livre sous la main, mais je pourrais vous montrer un manuel d'histoire qui est donné aux enfants, où on dit que l'Europe est née dans le creuset de la chrétienté et de l'islam. C'est pas vrai, c'est pas vrai. L'Europe n'est pas née de l'islam. L'Europe est née de la chrétienté en tant que culture, pas la religion, la culture qui vient de cette religion. Donc je crois il faut absolument faire en sorte que ceci soit dit et que les générations suivantes y croient. Je trouve par exemple incroyable que les pays européens aient décidé de ne pas dire que les racines de l'Europe étaient chrétiennes. Je parle des racines. Je ne dis pas que l'Europe est encore croyante. Elle n'est plus chrétienne. Mais les racines sont chrétiennes. Si vous voulez, quand on a interdit de parler des racines chrétiennes, c'est exactement comme si on avait effacé l'image d'un dignitaire sur la photo de la création du parti. Vous savez, les totalitarismes effaçaient l'image des dignitaires sur les photos. C'est pareil. C'est incroyable. Et ça, je crois qu'il faut vraiment revenir là-dessus. Alors maintenant, pour répondre à votre dernière question à propos il est vrai que j'ai élevé 6 enfants, 5 enfants biologiques et un enfant adopté, qui est un enfant Lao, un enfant laotien. Alors vous me dites comment transmettre. Bon, évidemment, il n'y a pas de recette, parce que l'éducation, c'est par définition, chacun le fait comme il peut. C'est pas facile. Je crois quand même que la chose essentielle, c'est de faire soi-même ce que l'on dit. Et je crois que nous avons trop vécu pendant les décennies et les siècles précédents avec des gens qui disaient « il faut faire ça » et qui faisaient le contraire. Donc je crois qu'il y a une seule chose qui passe, c'est l'exemple. Alors quand on arrive à donner un exemple, disons, enviable, ça passe. Mais sinon, c'est même pas la peine de commencer. Voilà ce que je dirais. Bon, alors d'abord, je voudrais dire, d'abord par introduction, par parenthèse, que le matriarcat, ça n'existe pas. Quand je dis matriarcat, c'est une image. On a, tous les textes, les textes de Bachofen, par exemple, sont considérés vraiment comme controuvés. Il n'y a pas eu dans l'histoire véritablement de matriarcat. Bon. Quand je parle de matriarcat ici, je veux parler de ce qui a existé quand même dans certaines sociétés anciennes et qui d'ailleurs peut exister encore dans certaines sociétés à l'ouest de la Chine ou dans certaines sociétés africaines
où véritablement le père ne compte pas, hein, seul compte la mère. Hein, finalement, les enfants sont éduqués d'une manière maternelle. Or, je ne pense pas qu'il y ait une complète similitude entre l'éducation du père et l'éducation de la mère. Parce que je pense que l'homme et la femme sont différents. Donc, quand il y a seulement une mère qui éduque l'enfant, l'enfant est davantage, on peut dire, éduqué par ses désirs, hein, par ses envies, hein, et il a moins une force qui lui confère des limites. Je pense que c'est plus difficile pour une mère seule de conférer des limites à l'enfant que pour un père et une mère. Et il y a quand même quelque chose de vrai quand on dit que la mère apporte l'affection et que le père apporte les limites. Il ne faut pas non plus systématiser, mais je pense qu'il y a quelque chose de vrai. Et je crois que l'enfant qui est le fils d'une mère seule, ce qui est quand même beaucoup le cas aujourd'hui, est un enfant qui risque effectivement de rester dans ses désirs, hein, dans sa toute-puissance. Ça a d'ailleurs été étudié en tout cas en France, par un de nos chercheurs qui s'appelle Michel Rouche, qui a beaucoup travaillé là-dessus. On peut trouver ça dans ses livres.